Bonjour Edith, c'est Kate. Ce chapitre de ma vie pourrait facilement être intitulé L'illusion de l'amour. Vous voyez, quand j'ai rencontré Pierre pour la première fois, c'était comme si l'univers avait soudainement aligné toutes ses étoiles juste pour moi. Nous nous sommes rencontrés à un événement de bienfaisance locale. Il représentait sa petite entreprise de thé, et j'étais là au nom de la géante technologique pour laquelle je travaille. Nos yeux se sont rencontrés à travers la pièce, et il m'a semblé que tout le reste s'estompe. Salut, je suis Pierre, a-t-il dit, en tendant la main avec un sourire qui a fait battre mon cœur. Kate, ai-je répondu, en serrant sa main, ravi de vous rencontrer. Nous avons parlé et ri, et cela a semblé si naturel. Pierre était bien parlé, charmant, et avait un sens de l'humour qui correspondait au mien. À la fin de la nuit, nous avions échangé des numéros et avions même prévu un café ensemble plus tard cette semaine. Notre période de rencontre a été, dans l'ensemble, un rêve. Pierre semblait être tout ce que j'avais toujours voulu. Il m'écoutait, me faisait rire, et surtout, il me faisait me sentir aimé. Quand il a proposé, c'était magique. Bougie, rose, le grand jeu. Je n'ai pas pu dire oui assez vite. Mais c'est là que les premiers signes de problème ont commencé à apparaître. Planifier le mariage était stressant, mais quel mariage ne l'est pas, non? Mon travail était exigeant, et celui de Pierre l'était aussi, mais j'étais celle qui faisait la plupart des arrangements, compte tenu de mon penchant pour la planification et d'une meilleure situation financière. Es-tu sûr de cet endroit? C'est un peu cher, dirait Pierre, en examinant attentivement la brochure d'un des potentiels lieux de réception. Nous pouvons nous l'offrir, l'assurai-je, en m'appuyant sur le nous, même si mon salaire supportait la majeure partie du poids. De plus, nous méritons une journée parfaite. Pierre hochait la tête, mais ne semblait jamais aussi enthousiaste que moi. J'aurais dû le reconnaître alors, les accords tièdes, les hochements de tête hésitants. Mais l'amour a un moyen drôle de peindre les drapeaux rouges comme de simples bizarreries, n'est-ce pas? En avant rapide jusqu'au jour du mariage. Ma famille était là, tout comme mes amis, tout riant et s'amusant. La salle avait l'air magique, tout comme je l'avais imaginé qu'elle serait. Je me sentais comme une princesse, en attente de son prince. Mais quand Pierre est entré dans la salle, il avait l'air d'aller à un enterrement, pas à un mariage. Tout va bien? Je lui ai demandé, en essayant de chercher ses yeux pour une réponse alors que nous étions à l'hôtel. Ouais, juste des frissons de mariage, a-t-il murmuré, en évitant le contact visuel. Je voulais creuser plus profondément, lui demander ce qui se passait vraiment, mais alors la musique a commencé, notre signal pour commencer à descendre l'allée. Et juste comme ça, le moment est passé, avalé par la cérémonie, les oui, et la célébration qui a suivi. Tout le monde a dit que c'était un merveilleux mariage, mais l'homme qui était supposé être le plus excité à ce sujet semblait être loin, perdu dans une mer de pensées que je ne pouvais pas naviguer. Donc, c'est le chapitre 1, mes amis. Si j'avais fait attention, j'aurais vu que mon conte de fées se mettait en place pour être un cauchemar, mais je ne l'ai pas fait. Mais je ne l'ai pas fait, et ce qui allait arriver de pire était encore à venir. Après le mariage, la vie a semblé se glisser dans un nouveau rythme, mais prévisible. Nous avons emménagé dans ma maison, une propriété de 2 chambres confortables que j'avais achetée avant que nous nous marions. J'avais toujours imaginé cela comme notre maison pour toujours, un endroit où nous ferions des souvenirs sans fin et peut-être même élever une famille. Les premières semaines se sont déroulées sans heurts. Nous étions tous les deux occupés par le travail, mais nous nous sommes efforcés de dîner ensemble tous les soirs. C'était lors de l'un de ces dîners que j'ai commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement de Pierre. Tu sembles un peu distant ces derniers temps, ai-je dit un soir, brisant le silence qui régnait sur notre table de dîner. Est-ce que tout va bien au travail? Pierre a levé les yeux de son assiette, surpris que je l'ai remarqué.
Le travail va bien, juste beaucoup de choses en cours, a-t-il dit. Je voulais en savoir plus, mais j'ai choisi de laisser tomber pour l'instant. Eh bien, si tu as envie de parler, tu sais que je suis là, ai-je dit, offrant un sourire. Pierre a rendu le sourire, bien qu'avec faiblesse, et nous sommes passés à d'autres sujets. Mais la distance entre nous n'a cessé de croître, un fossé qui s'élargissait et aucune conversation ne semblait le combler. C'était comme si nous vivions des vies parallèles sous le même toit, proches mais jamais se rencontrant. Puis est venu le jour qui aurait dû être une occasion joyeuse pour nous deux. J'ai découvert que j'étais enceinte. Mon cœur battait à tout rompre d'excitation alors que j'achetais un petit body pour bébé pour surprendre Pierre. Je l'ai emballé et je le lui ai remis quand il est rentré à la maison. Je possède quelque chose pour vous, ai-je dit, en essayant de déchiffrer son visage alors qu'il déballait le petit paquet. Lorsqu'il a vu la grenouillère, son visage a pris une teinte indéchiffrable. Waouh, c'est inattendu, a-t-il finalement dit. Nous allons avoir un bébé, Pierre. Ce n'est pas merveilleux? J'avais à peine contenu mon enthousiasme. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Es-tu sûr que nous sommes prêts pour cela, Kate? Un bébé est une grosse responsabilité. J'étais abasourdie. Ce n'était pas la réaction à laquelle j'avais pensé ou que j'avais espéré. Eh bien, nous sommes mariés, nous nous aimons et j'ai toujours pensé que nous voulions une famille, ai-je répondu, un nœud se formant dans ma gorge. Bien sûr, bien sûr. C'est juste. C'est beaucoup à encaisser. Je me suis couchée ce soir-là avec un sentiment de lourdeur dans l'estomac. Ce qui était censé être un nouveau chapitre de notre histoire d'amour se révélait être un point de discorde. Un nuage d'incertitude planait au-dessus de nous, et il devenait de plus en plus lourd avec chaque jour qui passait. L'homme que j'avais épousé devenait progressivement un étranger. Son indifférence se transformait en un mur infranchissable. Nos conversations devenaient de plus en plus superficielles. Nos interactions ont été mises à rude épreuve. Cela m'a semblé comme si notre période de lune de miel était non seulement terminée, elle avait été déchirée de manière peu flatteuse, laissant derrière elle une réalité dure que je n'étais pas prête à affronter. Ceci, chère Edith, marque la fin du chapitre 2 de mon récit. Peu s'en fallait que je le sache, les fissures dans notre relation allaient bientôt se transformer en crevasses, et ma vie était sur le point de déraper dans une spirale que je n'aurais pas pu imaginer même dans mes cauchemars les plus fous. Au cours des semaines qui ont suivi, Au cours des semaines qui ont suivi mon annonce de grossesse, l'atmosphère à la maison est devenue de plus en plus tendue. Pierre avait toujours été un peu un oiseau de nuit, restant souvent éveillé tard, travaillant ou jouant à des jeux vidéo. Mais ces sessions de nuit ont commencé à s'étendre plus loin dans la nuit, et parfois il ne venait pas se coucher avant que je ne me lève pour aller travailler. Pierre, il est 3 heures du matin. Est-ce que tu as l'intention de te coucher à un moment donné? Je me souviens avoir demandé un soir après m'être réveillé pour trouver le lit à côté de moi encore vide. J'ai perdu la notion du temps, j'ai du travail en retard, a-t-il répondu, sans lever les yeux de son ordinateur portable. Cela commençait à devenir un schéma. Les nuits tardives de Pierre se sont transformées en retard à rentrer à la maison. Parfois, il rentrait, visiblement ivre, et allait directement se coucher, ignorant mes questions et mes préoccupations. C'est à peu près à cette époque que je suis tombée dessus, la planque. Je faisais le ménage dans la cuisine, quelque chose que Pierre avait promis d'aider mais n'avait jamais fait. En atteignant l'étagère supérieure de l'un des placards pour ranger une boîte de céréales, ma main a effleuré quelque chose caché à l'arrière. En la tirant en avant, j'ai trouvé un petit sachet de poudre blanche et quelques pilules, des drogues. Mon cœur s'est effondré dans mon estomac quand Pierre est entré plus tard dans la soirée. Je l'ai confronté immédiatement. Michael, qu'est-ce que c'est que ça?
Pourquoi y a-t-il de la drogue dans notre cuisine? Pourquoi fouillais-tu? Cela ne te regarde pas, Kate. Ce n'est pas tes affaires. Nous sommes censés être une équipe, une famille. Comment peux-tu dire que ce ne sont pas mes affaires? Arrête de te mêler de choses que tu ne comprends pas. Tu ne le fais jamais. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé. C'était un étranger, qui cachait des secrets et qui maintenant me crie dessus parce que je les ai trouvés. Les drogues n'étaient que la partie émergée de l'iceberg, la première preuve concrète de l'écart qui s'était creusé entre nous. Nous en étions arrivés à un point où il n'y avait plus de simulation, plus de balayage des choses sous le tapis. La façade s'était fissurée, et ce qui se cachait derrière n'était qu'une réalité brutale que je ne pouvais plus ignorer. Si découvrir les drogues m'avait choqué, la réaction de Pierre m'avait terrorisé. L'homme charmant avec qui je étais tombée amoureuse avait disparu, remplacé par quelqu'un de froid, distant et de plus en plus volatile. Le foyer que j'avais imaginé comme un sanctuaire pour notre amour et notre future famille était devenu un champ de bataille, un endroit où chaque interaction était source de tension et de méfiance. Et s'achève le chapitre 3 de mon histoire, un chapitre qui a mis en lumière les fissures non seulement dans mon mariage mais aussi dans l'homme avec qui j'avais choisi de partager ma vie. Le pire, c'est que les choses allaient empirer. Et c'est là que l'histoire devient sinistre, passant de malheureuse à franchement effrayante. Tandis que ma grossesse progressait, la tension entre Pierre et moi s'intensifiait. J'avais toujours imaginé cette période comme un moment de joie et d'impatience, mais maintenant, chaque jour était une lutte pour conserver mon équilibre mental et de garder notre relation de ne pas complètement tomber en morceaux. J'avais imaginé cette période comme l'une de la joie et de la camaraderie, mais ce qu'elle est devenue, c'était une lutte solitaire. Au moment où j'avais besoin de soutien plus que jamais, je me suis retrouvée à porter non seulement le poids de notre enfant à naître, mais aussi le fardeau de notre mariage en difficulté. Ce qui a aggravé les choses, c'était que le détachement de Pierre avait évolué dans une sorte de négligence négligente. J'étais en train de jongler avec mon travail exigeant, les tâches ménagères et les rendez-vous chez le médecin, tout en faisant face à la charge physique et émotionnelle de la grossesse. Pierre, cependant, n'était nulle part où il soit, émotionnellement ou physiquement. Pierre, la maison est un gâchis, et j'ai une réunion cruciale demain. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider à nettoyer ce soir? J'ai demandé un soir, ma voix teintée de désespoir. Ne peux-tu pas voir que je suis occupée, Kate? Tu agis comme si tu étais la seule à avoir des responsabilités, il a éclaté en retour. Ne pose même pas son jeu vidéo pour me regarder. J'ai senti une larme rouler sur ma joue. Lorsque notre bébé est né, il avait des complications qui ont nécessité une chirurgie immédiate et un plan de soins à long terme. C'était le moment le plus effrayant de ma vie, tenant mon tout petit pour juste quelques secondes avant qu'il ne soit emporté dans l'unité de soins intensifs néonatales. Pierre, notre fils a besoin de nous en ce moment. Il va avoir une chirurgie, et je ne peux pas traverser cela seul, j'ai dit à travers un brouillard de larmes et d'épuisement. Pour la première fois en moi, Pierre m'a regardé dans les yeux, mais pas de la façon dont j'espérais. Kate, je ne peux pas gérer ça. C'est trop, il a dit froidement. Notre fils se bat pour sa vie. Comment peux-tu être si égoïste? À ce moment-là, quelque chose entre nous s'est irrévocablement brisé. Dans une semaine, Pierre avait emballé ses sacs et m'a dit qu'il ne pouvait pas gérer le drame plus longtemps. Il est parti, me laissant seul à gérer non seulement un nouveau-né aux besoins spéciaux, mais aussi une montagne de factures médicales. Kate, je pars. Je ne peux pas faire partie de ça, il a déclaré, un sac sur son épaule. Tu abandonnes ta famille alors que nous en avons le plus besoin, ai-je répondu, en retenant mes sanglots. Est-ce vraiment qui tu es, Pierre?
peut-être que oui, a-t-il dit, avant de sortir par la porte, me laissant et notre nouveau-né seul dans la maison que je pensais autrefois remplie d'amour et de rire. Le point de rupture était arrivé. Je ne pouvais pas descendre plus bas, mais dans cet abîme, j'ai trouvé la volonté de remonter. J'ai demandé le divorce et j'ai commencé à réorganiser ma vie pour m'occuper de mon fils et de moi-même. J'ai également pris une grande respiration et passé un coup de fil, à qui ne protégerait pas seulement mon fils et moi, mais qui rendrait également justice. Et c'est là, chère Edith, que se termine le chapitre 4, à un moment où tout ce en quoi je croyais et que j'aimais s'est effondré. L'institution du mariage, l'idéal de la famille, l'homme avec qui j'avais juré de passer ma vie, tout brisé. Mais dans cette brisure, j'ai trouvé les éclats avec lesquels je construirais une nouvelle vie. Je vivais une vie qui ne comportait pas de mensonges, de tromperies ou de lâcheté. Je n'avais pas oublié ce petit sac que j'avais trouvé dans le placard de la cuisine. Oh non, cela jouerait un rôle majeur dans le prochain chapitre de cette histoire, mais sauvons cela pour plus tard, n'est-ce pas? Vivre avec mes parents tout en m'occupant d'un nouveau-né aux besoins particuliers était épuisant, tant sur le plan émotionnel que physique. Pourtant, à chaque fois que je regardais dans les yeux de mon fils, je trouvais un sens renouvelé à mon existence. J'étais tout ce qu'il avait, et je devais être forte pour nous deux. Mes parents ont été incroyablement soutenants, m'aidant à naviguer dans le champ de mine des rendez-vous chez le médecin et des tétées tardives. Un soir, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé, mes pensées s'attardant sur le désordre que Pierre avait laissé derrière lui. Le souvenir de ce petit sac que j'avais trouvé des mois plus tôt hantait toujours mon esprit. Il était là, une occasion de renverser la vapeur. Mon conscience luttait avec idée. Pourrais-je vraiment le faire? Pourrais-je faire ce pas final pour rompre le lien qui nous reliait encore, aussi ténu soit-il, à Pierre? Ma mère a remarqué mon regard distrait. Tout va bien, chérie? Elle dit. J'ai une décision à prendre, maman, ai-je avoué. Une décision difficile. Si c'est la bonne chose à faire, vous trouverez la force de le faire, a-t-elle dit, comme si elle lisait ma lutte interne. Cela a réglé la question. Le lendemain, j'ai appelé la police et leur ai dit que j'avais trouvé de la drogue dans ma maison pendant que Pierre y vivait. Ils ont agi rapidement, obtenant un mandat de perquisition et trouvant non seulement la cachette que j'avais découverte mais aussi une plus grande quantité cachée ailleurs. Comprenez-vous pourquoi vous êtes arrêté? L'officier lui a demandé en me regardant de loin. C'est toi, n'est-ce pas? Kate, Tu as fait ça. tu ne m'as laissé aucun choix. Son arrestation a marqué le début d'une longue procédure judiciaire. J'ai demandé le divorce, invoquant l'abandon et la mise en danger de notre enfant. Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça, Kate. Tu as fait tes choix, Pierre. Maintenant, tu dois assumer les conséquences, ai-je répondu, ferme. Le jour est enfin arrivé où le marteau est tombé sur nos deux divorces et l'affaire de drogue de Michel. Le juge n'a montré aucune clémence. Michel a été condamné à 10 ans de prison pour possession de drogue. Quant au divorce, la garde n'était même pas une question. J'ai obtenu la garde exclusive de notre fils, ainsi qu'une ordonnance de protection contre Michel. Le moment était amer. J'avais gagné, mais c'était une victoire creuse. Il n'y avait pas de joie à voir le père de mon enfant emmené en menottes, mais il y avait un soulagement, un fardeau enlevé de mes épaules, me libérant pour me concentrer sur l'avenir radieux que mon fils et moi méritions. Dans cette salle d'audience, j'ai repris le contrôle de ma vie. Je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais façonner l'avenir, et pour la première fois depuis longtemps, j'attendais avec impatience. Cet avenir promettait. Ainsi se termine la 5e chapitre, le chapitre où j'ai retourné la situation et récupéré non seulement ma vie, mais aussi un sens de soi.
Je suis sortie de l'autre côté plus forte et plus résiliente, équipée pour faire face aux défis à venir. Mais chère Edith, l'histoire ne se termine pas ici. Il y a un autre chapitre à cette histoire, qui explore les conséquences de ce voyage tumultueux et les leçons qu'il m'a apprises. Mais nous y reviendrons plus tard. La vie après le divorce et après le procès a été une série d'ajustements. Vivre chez mes parents a été une bénédiction, mais c'était aussi un rappel que ma vie avait dévié du chemin attendu. C'était humiliant, mais cela m'a aussi donné un point de vue unique pour reconstruire ma vie, brique par brique. Je viens de trouver un nouveau travail qui était plus flexible, me permettant de travailler de la maison et de m'occuper de mon fils, qui continuait de s'améliorer chaque jour. Avec la thérapie et les soins médicaux, il faisait des progrès et son rire remplissait la maison d'une joie qui submergeait les ombres du passé. Je me surprenais souvent à y réfléchir. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir fait arrêter et emprisonner Pierre. Cependant, une autre partie de moi, une partie qui grandissait, reconnaissait que justice avait été faite. Il semble que tu vas beaucoup mieux ces jours-ci, a observé mon père un soir en nous asseyant pour dîner. Je vais bien, papa. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens capable de respirer, ai-je répondu en donnant une cuillerée de purée de carottes à mon fils qui riait aux éclats. Tu as fait ce que tu devais faire, Kate. Ne t'excuse jamais de te défendre toi-même et ton fils, a-t-il affirmé, un sentiment de fierté dans le regard. Et il avait raison. Il y a quelques années, l'idée de dénoncer Pierre à la police m'aurait semblé impensable. Mais la personne que j'étais à l'époque n'est pas la personne que je suis aujourd'hui. La vie a un moyen de nous présenter des circonstances qui nous obligent à faire des choix difficiles, des choix qui modifient le cours de notre vie et nous façonnant en les individus que nous devenons. Environ un an après le procès, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de Pierre, écrit sur un papier à lettres de prison froissée. Kate, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Je réalise que j'ai fait une erreur, mais je ne peux m'empêcher de me sentir comme si tu avais gâché ma vie, il lisait. J'ai réfléchi à ces mots, l'encre étant une manifestation tangible de son amertume. J'ai ressenti le besoin de lui répondre. Michael, la vie est une série de choix, chacun avec ses propres conséquences. Je n'ai pas gâché votre vie. Vos décisions l'ont fait. J'ai répondu, mettant ainsi fin à ce chapitre pour de bon. Nous voici donc à la fin du chapitre 6, un chapitre que j'ai intitulé Justice rendue. J'ai appris que la justice ne consiste pas seulement en des mesures punitives. Il s'agit de récupérer son autonomie, de rétablir un équilibre moral et, ce qui est le plus important, d'assurer un environnement plus sûr et plus sain pour ceux que nous aimons. J'ai pris les mesures que j'ai prises non seulement pour moi, mais aussi pour le bien-être de notre fils. Dans les années à venir, lorsqu'il me demandera des nouvelles de son père, je choisirai mes mots avec soin. Je lui dirai que les gens commettent des erreurs, certaines plus graves que d'autres, et que si ces erreurs nous définissent, elles offrent également des opportunités de rédemption. Ma vie est loin de l'image idéale que j'avais autrefois en tête, mais elle est réelle, remplie de défis, mais aussi d'un grand amour et de joie. Il y a une certaine paix à savoir que j'ai défendu ce qui est juste, pour moi et pour mon fils. La justice a été rendue, et les balances, autrefois si déséquilibrées, ont été remises en place. Et cela, chère Edith, marque la fin de ce chapitre et la conclusion de cette saga tumultueuse, éclairante, déchirante, mais empowering. Merci de m'avoir écouté, et j'espère que mon histoire servira de leçon, que peu importe à quel point les choses s'assombrissent, il y a toujours un moyen de sortir, toujours une opportunité de retourner la situation et d'exiger la justice que vous méritez. Méritez.